Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je ne suis pas toute seule, comme vous voyez, je suis même pas à la maison, là on est dans YouTube Space, on a plein de lumière braquée sur nous, c'est hyper impressionnant, on vous voit pas en fait, parce qu'on est ébloui par deux grosses lumières que je ne maîtrise absolument pas, donc si on est jaune, c'est tout pour moi, voilà, elle est très jolie dans la vraie vie. Merci. Donc je vous présente Leïla, je l'ai invitée aujourd'hui dans cette vidéo pour qu'elle nous partage son expérience, parce qu'elle l'a accepté, hein, c'est toi qui t'es proposé. J'ai proposé. Son expérience avec la dyslexie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va déjà se présenter un petit peu, comme ça vous pourrez la connaître. Donc, qui es-tu? Raconte-nous un peu ce que tu nous dirais si on te rencontrait. Si on me rencontrait. Du coup, je m'appelle Leïla et je fais des études de philo. Je suis en M1 de philo. C'est plutôt de la philo politique, parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Et c'est une bonne raison de choisir des études, effectivement. Il vaut mieux. Pour le moment, on va essayer d'être sérieuse, on va se marrer tout du long, je suis désolée. Mais là, pour le moment, l'aspect pécunier et l'aspect intérêt d'avoir un job à la fin, c'est pas un truc qui m'habite. Peut-être qu'après, ça viendra et que je ferai autre chose, mais pour le moment, c'est par passion. Un peu par passion. Ok. Et par intérêt. Bon, avant de commencer, même si on est toutes les deux familières avec le mot, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne le sont pas, ou si vous l'êtes de toute façon, ça permettra de mettre un cadre. Mais qu'est-ce que c'est la dyslexie ? C'est un peu compliqué à définir en soi parce que y a énormément de formes de dyslexie. Il y a des dyslexies plus ou moins sévères, mais globalement, les signes, c'est que tu inverses des syllabes, Enfin, c'est pas construit dans... Enfin, c'est construit, mais c'est construit autrement, je le dirais. Et donc, par exemple, tu écris tes chiffres à l'envers ou tu confonds des lettres, le D et le B, tu les lis pas de la même façon. Ou, par exemple, je sais pas, organe, ça peut faire orange. Ou les turcs, ça peut faire les trucs parce que tu l'écris pas de la bonne façon et tu inverses les syllabes. C'est particulièrement le truc le plus visible. Et en même temps, c'est un truc... Enfin, dans certaines boîtes aux États-Unis, ils disent qu'une fois que tu as été dyslexique, tu as un pouvoir d'adaptation qui est assez important et que du coup, tu peux vraiment avoir l'adaptation parce que tu as compensé ta dyslexie. Si tu la compenses forcément, en fait. Tu as été diagnostiquée à quel moment ? J'ai été diagnostiquée à l'entrée en 6e, en fait, parce qu'avant... on m'avait déjà envoyée vers une orthophoniste, mais on m'avait dit que non. Et puis après... par le parcours que j'ai pas été à l'école, donc en fait, ça se voyait pas. Comment ça, t'as pas été à l'école ? Elle te balance ça comme ça. Comment ça, t'as pas été à l'école ? La fille, elle est en master, elle te dit, j'ai pas été à l'école. En fait, mes parents sont contre l'école. Enfin, ils ont été très bons élèves et ils ont constaté qu'ils avaient... leur considération, c'est qu'ils ont perdu leur temps et que on apprend plus à un enfant. Enfin, l'enfant est plus... développe plus de créativité, de choses comme ça quand il n'est pas à l'école parce qu'il apprend plus à son rythme. Et quand ils ont eu un enfant, ils ont fait le choix de ne pas me scolariser. Du coup, j'ai fait juste le CP et le CE1 à l'école. Après, j'ai fait le collège et le lycée, mais j'ai pas fait tout l'enfance. Donc en fait, elle va revenir pour une autre vidéo où elle va nous parler de l'école et de la déscolarisation. Donc, mettez des pouces en l'air si vous voulez ça. Dites-le en commentaire. Ce serait avec plaisir, c'est une expérience. C'est un super sujet aussi. Ouais. Et du coup, tu as été diagnostiquée, tu as pu avoir aussi une aide. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs aides, il y a la possibilité d'avoir quelqu'un qui t'accompagne à l'école. Non, ma dyslexie, c'est ça. Et c'est AVS, mais ma dyslexie n'était pas du tout assez sévère pour ça. Enfin, d'accord. Elle était, quand on l'a vu, j'ai eu un tiers-temps aux épreuves c'est quoi le tiers-temps ? Moi, je sais, mais du brevet. Un tiers-temps, c'est un tiers du temps en plus qui est réglementaire qui est consacré à la correction. Tout ce que tu as besoin en plus pour compenser. En fait, le tiers-temps, il est consacré à la compensation de ce que tu ferais pas, du coup, si tu n'étais pas dyslexique. Et donc, j'étais dans un collège privé, et donc on s'est un peu toujours arrangé avec les profs parce qu'on ne voulait pas que ça soit dans mon dossier scolaire. Donc, pourquoi ? Mon orthophoniste disait que c'était pas très bien vu d'être dyslexique et j'avais l'ambition de tenter les grandes écoles et que ça pourrait être un facteur de sélection. Ouais, ok. Et que du coup, il voulait pas, elle voulait pas. Et puis moi, j'y ai cru pas mal et donc je me suis dit ouais, non. Et puis j'ai eu... C'est un peu piégeux, mais
En fait, ma dyslexie à l'oral, elle se voit pas. Ouais. Et parce qu'il y a des gens, à l'oral, ça se voit. Et moi, elle s'est jamais vue. Et donc, j'ai toujours compensé énormément par l'oral. Et donc, en fait, j'en avais pas plus besoin que ça, sauf à l'écrit. Et donc, je me suis toujours arrangée avec les profs pour qu'ils me laissent du temps en plus, qu'ils suppriment un exercice. Enfin, ils ont toujours fait ça gentiment. Et même... non, pas gentiment, en fait. Parce que la dyslexie, c'est pas un truc où tous les profs l'acceptent, quoi. Il y a des profs qui sont très conservateurs et dans lesquels tu l'acceptes pas, mais ça viendra plus tard. Je pense que c'est un faux problème, qu'en fait, c'est juste que t'es pas attentif et que tu fais pas d'efforts, non? Ouais, il y a ça. Ou Et puis, il y a la construction de l'esprit. Je sais plus, mais il y a ils disent qu'il y a 2 méthodes, la syllabique et la je sais plus quoi, pour apprendre à lire. Ouais. Et qu'en fait, apparemment, il y en a une des méthodes qui produirait plus de dyslexie. Enfin, je sais que c'est... mon prof de prépa d'Hippocagne et de Cagne en histoire, ce qu'il me disait, c'était que c'était une construction de l'esprit et que ça n'existait pas, quoi. Ouais. Et du coup, lui, il a toujours été hyper réfractaire à faire quelque chose, quoi. Jusqu'à ce que j'ai un papier qui dise que j'ai un tiers-temps pour passer l'ENS, donc l'école normale supérieure qui tu tentes après une prépa. Et ben, il voulait pas m'accorder le tiers-temps. Et j'ai jamais eu d'ordinateur avec lui. Jamais. Que tu puisses... Jamais, non. En quoi ça aide d'ailleurs d'avoir un ordinateur? Bah déjà, t'as le problème de la graphie en moins. Donc, en fait, tu perds moins de temps à écrire. Parce que, la plupart des gens tapent plus vite que ce qu'ils écrivent. Ou alors, c'est très rare. Et donc, tu perds moins de temps à écrire. Et du coup, tu peux plus compenser. Et en plus, tu vois les lettres de façon détachée. Parce que dans une écriture manuscrite, t'as pas de... les lettres, elles sont ensemble. Et du coup, ça joue. Et en plus, c'est beaucoup plus... c'est un gain de temps et d'utilité. Parce que t'es pas obligé de rayer tout ce que t'as écrit. Et tu dois pas gommer la moitié de tes mots parce qu'il y a des fautes. Enfin, tu peux vraiment les corriger de manière simple et c'est vraiment bien. Tu dois voir des trucs marrants qui se passent avec l'autocorrecteur. Ça dépend. En fait, il y a certains... Enfin, je sais qu'à l'ENS, on n'avait pas de correcteur. Donc, ça s'enlève. Et sinon, dans les autres trucs, ouais, j'ai un correcteur et c'est plutôt pas mal. Et est-ce qu'on a essayé dans ton parcours, en fait, de te décourager à faire des études axées sur les lettres? Après, tu disais que tes parents, du coup, sont quand même hyper compréhensifs et genre, ils veulent que tu t'épanouisses dans ce que tu fais. Donc, je pense... j'imagine que vu ce que tu me disais de tes parents, c'est pas eux, en tout cas, qui t'ont mis de frein. Mais est-ce que tu as ressenti socialement un frein où on disait, ouais, bon, tu ferais peut-être mieux de faire des sciences ou de faire un truc qui soit pas des lettres? Ouais, c'est arrivé en prépa. En fait... ma maman a fait une prépa maths, et donc j'ai toujours été hyper brillante en maths. Et moi, ça... Donc elle s'est ouvert, hein. Voilà. Non, ça, pas vraiment. Mais du coup, ça a toujours été un truc qui... Enfin, j'ai toujours été à l'aise en maths. Et c'est vrai que par désintéressement un peu, je me suis désintéressée des lettres parce que c'était plus dur pour moi, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Et que c'était pas ce que je faisais. Mais en 5e, j'ai eu un prof un peu fou qui, lui, n'avait rien à faire de l'orthographe, donc c'est pas génial, hein, il faut pas... En fait, il faut l'accompagnement des deux, mais donc j'écrivais n'importe comment, mais par contre... Ça m'a décomplexé, en fait. Ça m'a décomplexé, et il m'a donné l'amour des lettres. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il offrait à tous ses élèves, parce qu'il avait une trop grande bibliothèque, 2 livres dans l'année. Et donc, moi, j'ai eu un truc de poésie et un truc de théâtre, je crois. Mais vraiment, ce prof, il m'a donné l'amour des lettres. Et je l'ai perdu un peu au sein du lycée et tout. J'ai eu d'autres profs complètement... Que tu as fait un parcours littéraire, du coup, au lycée? Non, du tout. J'ai fait un parcours économique et social. Mais moi, je pensais que j'allais devenir économie... Enfin, j'allais faire de l'économie, quoi. C'était sûr. C'était un peu le truc que je voulais. Et je suis allée en prépa éco, en maths éco... un truc un peu particulier. Ils sont dans un délire, pas trop l'école, tout ça. Ouais, moi je vais faire du marketing. C'était un peu le concept. Enfin, non, le concept c'était pas ça. Mais en plus, j'étais. Je sais pas pourquoi. En fait, ça faisait bien d'être hyper ambitieuse. Et puis, il y avait toujours un truc comme ça. Du coup, quand j'étais petite, je disais genre.
En fait, j'ai trouvé un jour, on me posait tout le temps la question, tu veux faire quoi plus tard? Ouais. Et j'ai trouvé un jour que être nommé au Conseil d'État, c'était le truc le plus cool que... Et ça faisait super bien, tout le monde te regardait en mode, ah ouais, tu sais que ça existe, t'as 10 ans, c'est bien. Et du coup, je leur disais ça, et c'est pour ça que je voulais faire... Je tombais sur des applis, je savais pas ce que c'était. C'est ça. Mais ça m'est arrivé plein de fois d'expliquer, genre, mais c'est quoi, comment tu y arrives, c'est quoi les études que tu dois faire et tout. Et donc moi, je pensais que j'allais faire des maths, de l'économie, et puis après... Il y a quand même l'axe politique que tu fais aujourd'hui. Enfin, il y a quand même, même dans ce choix-là, il y a quand même une affinité pour la politique. Ah ouais, carrément. Non, mais de toute façon, depuis... En fait, il y a, dans ma lettre de motivation à Sciences Po, parce que j'ai tenté Sciences Po, mais je ne l'ai pas eu, il y a ma lettre... réussit pas tout. Mais quand même, elle est brillante. Oui, c'est un peu ça. Mais il y a dans ma lettre, Astérix est tombé dans la potion magique, moi je suis tombée dans la politique. Je l'ai tenté comme truc, parce que depuis que je suis petite, enfin... Ils sont dit, une illuminée, on n'en veut pas. Ça se trouve, hein. Non, c'est vrai. Non, j'ai eu un truc... j'ai pas eu un truc discriminatoire au dossier. Pourtant, ma lettre était trop drôle. Quand je la relis, ça fait drôle. Mais du coup, ouais, la politique, c'est un truc comme ça. Ouais. Et donc, en fait, je sens que j'ai fait une année de prépa maths éco, et je déprimais totalement. Enfin... Enfin, j'étais là en mode, mais ils sont où les humains dans le modèle économique? Il y a qui? Comment est-ce qu'on parle? Et je faisais des maths de l'éco. Madame, c'était pas l'objectif. L'humain, c'est pas ici. Vous n'avez rien. C'était un peu ça. Okay. Et donc là, je suis allée en prépa maths. Pardon. Je suis allée en Hippocagne. Enfin, non. J'ai tenté une double licence philo-droit et une Hippocagne. J'ai été prise dans les deux. Et à ce moment-là, j'ai pas mal parlé avec mon père. Et mon père m'a dit, mais tu sais, Laïla, si tu veux faire une carrière avec autant d'ambition que ce que tu as, ton style et ta grammaire et tout, ça va pas. Enfin, genre, ça marchera jamais. Donc, c'est très bien, parce que je vivais dans une ville de province, c'est très bien d'être dans les meilleurs de ta ville de province, mais maintenant, la concurrence, c'est toute la France, et en fait, toute la France, il y a énormément de concurrence, donc il faut que tu améliores ça. Et j'ai choisi de soigner le mal par le mal, et je me suis dit, ok, ben, je suis prise en Hippocagne, allez, on va aller en Hippocagne. Ça a été terrible, hein, les premiers mois d'Hippocagne. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais 3 de moyenne, même pas. Je me suis dit, mais oulala, comment je vais faire? J'avais pas... En plus, je suis arrivée, comme j'avais pas eu de PAI, mais j'avais eu un tiers-temps au bac. Je suis arrivée, j'avais aucun... Le PAI, c'est la personne qui t'accompagne, c'est ça? Non, le PAI, c'est un plan d'accompagnement personnalisé. Okay. En fait, et c'est ce qui fait que tu peux avoir une AVS, mais c'est ce qui fait aussi que tu peux avoir des tiers-temps pendant tes contrôles et tout. Et ça, moi, je suis toujours passée par arrangement avec les profs, je suis toujours passée à travers. Et donc, à ce moment-là, ça a vraiment posé problème, parce que il n'y avait rien, à part le fait que j'ai eu un tiers-temps au bac et un tiers-temps au brevet, qui justifiait que j'avais une dyslexie. Et donc, il y a des profs qui sont fins et qui l'ont trouvé. Et je leur ai dit, et ils m'ont dit, ouais, je te crois, on te croit, voilà. Et il y en a d'autres qui étaient complètement réfractaires et qui disaient, non, mais t'as jamais eu besoin, regarde, t'es là, c'est juste que t'as pas ta place ici, en fait, et que tu devrais pas faire des lettres, c'est pas pour toi. Je me souviens, mon prof de philo, après, il a changé d'avis, mais au début, ce qu'il m'a dit, c'est parfait de faire que des L1, parce que j'avais déjà validé ma L1 d'économie. C'est parfait de faire que des L1, mais il s'agirait de faire autre chose dans la vie et d'aller plus loin. Et parce que j'avais... la première copie que j'ai eue, c'était 3, quoi. Et à ce moment-là, ça a été hyper dur. Et là, j'ai vraiment mis les bouchées triples et j'ai compensé. Enfin, je me suis accrochée. Je me suis dit, OK, je m'encable et je m'accroche. Et je lui avais dit un truc du genre, c'est comme monter le Mont Blanc, on te montre le point, mais on ne te dit pas comment il faut monter. Et du coup, j'ai lu énormément parce que j'avais un blocage avec la lecture. Je te demandais du coup comment tu as fait pour compenser. Ouais. Donc, j'ai lu énormément parce que j'avais un blocage avec la lecture, en fait. C'est un peu paradoxal. Je suis allée en Hippocagne en me disant... bah ouais, j'aime bien la philo, ça m'intéresse. J'avais eu des bonnes notes au bac en philo, mais je lis pas plus que ça. Parce que quand j'étais petite, au moment où on devait censé apprendre à lire, ma maman, sur le
sur l'école à la maison, en fait, elle a un peu paniqué. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été à l'école en CP, en CE1. Et elle m'a un peu forcée à lire, en fait. Et du coup, moi, je suis pas une fille qu'on force. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit non, j'aimerais pas lire. Et ça m'est resté du CP jusqu'à la terminale. Et donc, en prépa, il a fallu lire. Donc, j'ai lu. Au début, ça mettait énormément de temps. Je me suis renseignée sur les méthodes de lecture rapide. Il y a des méthodes qui marchent plus ou moins. On ne sait pas trop, en fait. Parce que, en fait, il faut lire pour acquérir ses propres méthodes. Et j'ai lu beaucoup. Et puis, il y a eu tout un travail de correction, en fait. J'ai pas fait d'orthophonie cette année-là, mais mon père, derrière, a fait un boulot de correcteur. Donc, tous mes devoirs, il les a corrigés. J'ai réussi à pouvoir, après, Enfin, en fait, j'avais un des profs, qui est un prof génial et qui était assez progressiste. Et du coup, lui, il m'a dit « Ouais, non, mais tu peux prendre ton ordinateur, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai déjà eu des élèves dyslexiques. Ils ont leur ordi au concours. Donc, moi, je te laisse dans les conditions du concours, tu prends un ordi, il n'y a pas de problème et tout. » Et j'avais eu une lettre de mon médecin traitant qui disait que j'étais dyslexique. Et donc, que j'avais le droit à un ordinateur. Et donc, ils me l'ont laissé pas mal. Et je rendais mes devoirs comme ça. Et en fait, dans les devoirs, c'est simple. Il y avait 4 heures de travail de plus que pour quelqu'un de classique. Il y avait de la correction, de la correction, de la correction, de la correction. Au début, j'étais tellement enflouée en dessous que c'est mon père qui l'a fait. Puis après, moi, j'ai pris le dessus et c'est moi qui me suis corrigée. On s'est corrigé. On a passé des nuits au téléphone à me corriger. Et petit à petit, je faisais beaucoup moins de fautes, en fait. Et à force d'écrire, parce que des copies, je sais pas, j'en produisais 3 par matière par semestre, même plus. Donc, plus tu produis de copies, plus en fait ça vient, même si tu lis pas forcément le Becherel, même si tu lis pas énormément. Après, c'est pareil pour quelqu'un qui n'est pas dyslexique, en fait. Ils sont de plus en plus rapides aussi. C'est juste que toi, tu pars de plus loin. Oui, c'est ça. Tu as un travail supplémentaire. Et est-ce que tu dirais que quand même ça t'apporte des freins? Genre, est-ce que tu te sens aujourd'hui limité par ta dyslexie ou est-ce que tu as trouvé un moyen de toujours contourner le fait qu'elle pourrait être bloquée dans tes choix? Ou est-ce que il y a des fois où tu te dis ouais, pour ce truc-là, par contre, je vais jamais la contourner? Genre, est-ce que tu as l'impression que c'est un vrai handicap pour toi? Quand on s'est rencontrés l'année dernière, je l'avais un peu, et j'étais un peu dans la période après la prépa en me disant oulala, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que la philo c'est pas trop ambitieux pour moi et tout? Bon, finalement, je l'ai validé avec mention et je me suis dit ok, en fait là, il suffit que j'ai un ordi, il suffit que je bosse plus et ça va aller quoi. Et du coup non. Après, je me dis que je sais pas si plus tard, pour écrire énormément de choses, et en même temps, non, je me dis que je le dépasserai. Mais après, c'est quand même un truc dans lequel... j'y pense, quoi. Et il y a des moments où quand on me dit... quand on compare nos vitesses de lecture avec mes amis, je dis, bah ouais, mais moi, je suis dyslexique, donc... puis on le sent, quoi. Mais sinon... Est-ce que tu as pensé au livre audio? J'y ai pas mal pensé, ouais. Mais je m'y suis jamais encore mise. Il faudrait que je le fasse. Je trouve ça intéressant le fait que tu dises que tu as compensé au fur et à mesure, quoi. Et je pense que c'est assez intéressant. Et ce que tu disais aussi, où je te posais la question, est-ce que tu penses que ça va te bloquer un jour? Tu disais, ouais, je trouverai toujours un moyen de compenser. Je trouve d'expérience, je sais pas, dites-nous si vous l'avez dans vos études, si vous avez fait des études et que maintenant vous êtes dans le milieu du travail. Mais j'ai la sensation que, en fait, dans les études, on te pousse vraiment... J'ai un peu l'impression que c'est comme quand tu fais une ligne de produits, tu sais, où tu les crash tests avant de les mettre sur le marché, où en gros tu les envoies contre les murs, tu les fous dans le congélo, tu leur roules dessus, et après tu fais bon, c'est bon, on peut le mettre sur le marché, puis sur le marché tu les fous juste sur une table et t'es là, ah bon, c'est tout en fait. Moi je croyais que j'allais passer dans un rouleau compresseur, qu'on allait m'envoyer contre les murs. Et en fait j'ai un peu l'impression que finalement, si t'as réussi à finir les études, on t'a tellement poussé psychologiquement au niveau physique, le nombre de nuits blanches, à écrire les mémoires, les copies pour toi. Pour moi, c'était des dossiers avec des TP, parce que je faisais de la science. Mais genre, tous ces trucs où on t'a blindé de boulot, en fait, quand tu arrives sur le marché du travail, j'ai l'impression que
t'as plus besoin de te pousser autant qu'en études. Donc, je suis pas hyper inquiète pour toi. Enfin, je sais pas si ça peut t'aider ce que je te dis là, mais parce que si tu me dis que t'as toujours réussi à compenser dans les études, je pense pas, à moins que t'aies envie d'écrire, je sais pas, une encyclopédie, où là, peut-être faudra que tu vas effectivement plus bosser que dans tes études. Je pense qu'il y a pas grand-chose que t'auras besoin d'écrire qui sera finalement plus demandeur que ce que t'as eu à faire dans les études, à mon avis. Oui, je pense que t'as ça des sera contraintes en plus à dans les études que t'auras peut-être pas si tu dans le milieu professionnel si t'écris des choses, ce sera des choses que t'auras choisi, genre tu peux peut-être écrire un jour un bouquin, mais c'est un truc que t'auras toi-même choisi, ton rythme c'est toi qui le détermine. Ouais, puis toujours il y a toujours le truc de compenser et tout et de se dire ok, ça met plus de temps, mais voilà, tant pis. C'est assez énervant hein, quand t'es perfectionniste et que t'as envie que le truc il soit fait du premier coup et que t'es là en mode non, mais il faut encore que je passe 3 heures à corriger. Et t'es là en mode bon, mais sinon... puis t'as cette sensation de non, mais pas encore. Est-ce que je vais pas un jour en finir, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Gentil. Ouais, puis il y a un moment on en est encore là. Non, c'est bon, ça. j'en ai marre. Ouais, puis il y a un moment où du coup, c'est usant de faire des efforts aussi. Il y a un truc où tu vois vraiment... Il y a des moments où, en tout cas en prépa, moi j'ai vu ma limite et je me suis dit, ok, là, il faut que je m'organise autrement. Après, tu peux toujours trouver une autre organisation, mais par exemple, quand on avait des devoirs à rendre pour le lendemain et que, enfin, on avait 3 semaines, mais bien sûr, si tu mets la veille les autres, ils avaient des meilleures notes que moi. Du coup, moi, je me suis dit, ok, il faut qu'en fait, il faut que je m'organise autrement parce que j'ai plus besoin de temps et tout. Le truc que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as cette motivation ? Enfin, il y a un truc qui saute aux yeux chez toi, et la première fois qu'on s'était rencontrés, je l'ai ressenti aussi, c'est que tu as vraiment une énergie et une envie, en fait. Et je pense que quand on a une dyslexie ou autre chose, n'importe quoi qui fait qu'on n'est pas dans le système classique et qu'on ne peut pas suivre, je sais pas, peut-être qu'on a une hyperactivité, peut-être qu'on a un déficit de la concentration, peut-être un truc en tout cas qui fait qu'on n'est pas dans les rails au niveau scolaire, je pense qu'on peut très facilement être découragé et tomber dans une spirale de dévalorisation de soi, de manque d'estime de soi, etc. Et je ressens absolument pas ça chez toi. Je pense que tes parents ont joué un rôle important là-dedans, mais qu'est-ce qui fait que tu es motivée à faire ces études-là ? Est-ce que tu as des mots pour ça ou est-ce que tu es juste comme ça ? J'y ai déjà pas mal réfléchi. Je pense qu'il y a le truc. Comment ça se fait que tu as de l'estime de toi ? Enfin, je veux dire... en fait, c'est de l'estime de moi, elle est plus ou... Enfin, comme tout le monde, elle est un peu fluctuante et bien sûr, tu la montres plus au visage de... Enfin, genre, là, tu vois, il y a 90 000 personnes qui... Tu vas pas faire genre... c'est ça, voilà. Aidez-moi. C'est ça. Et en même temps, tu as envie de passer un message parce que les gens, ils sont... Enfin, genre, si quelqu'un est dans cette situation-là, enfin... Autant que il ou elle, ils aient une bonne énergie et un truc qui a envie de les pousser plutôt qu'un truc complètement désespérant. Mais sinon, dans la motivation, en fait, j'ai pas mal été dans un truc où quand j'étais enfant et tout, il y a eu des rapports de force et il y a eu de la militance parce que mes parents étaient militants et donc on m'a montré que si tu voulais quelque chose, il fallait le vouloir et le faire parce que sinon personne le ferait et toi et tu perdrais plus que ce que t'as et du coup ça je pense que c'est un truc qui a vachement joué. Enfin, je pense que par exemple si je suis passée d'hypocagne à cagne, j'avais genre 5 de moyenne. Normalement les années d'après il y a des gens qui ont tenté de passer et ils sont jamais passés. Je pense que c'est aussi un truc de détermination et de rapport de force. C'est horrible de dire ça, mais un peu de montrer que en fait toi tu bougeras pas quoi et que du coup c'est l'autre qui doit bouger parce que toi c'est hors de question que tu bouges et ça, cette motivation là, je pense que c'est un truc que j'ai toujours eu avec l'histoire familiale que j'ai, avec le fait que mes parents étaient beaucoup là, que l'histoire de mes parents n'est pas hyper simple, notamment ce que... Donc ça fera la 3e vidéo. On amènera toute la famille. Ça serait très drôle en vrai. On invitera quelques psys parmi l'audience qui nous font un petit truc spécial. Ça ferait un sketch comme on parlait tout à l'heure. On peut prendre le studio d'à côté. C'est ça. Parce qu'actuellement il y a un décor dans le studio d'à côté, on a failli avoir un studio d'à côté, je disais ça serait marrant qu'on fasse avec un sketch, qu'on improvise un sketch quoi. Et du coup ça et le fait que du coup toute ma vie j'ai eu une alternative. Enfin, quand je suis allée à l'école, mes parents mon père est vraiment ma mère est un plus intransigeante, mais enfin non pas, elle est plus fluctuante, mais mon père est vraiment constant dans le fait que genre l'école c'est pas nul mais
on peut apprendre plus en dehors de l'école que dedans. Donc, j'ai toujours eu mon père qui me dit, mais si tu veux, tu n'y vas pas. Donc, genre, il n'y a aucun problème, est-ce que tu n'y ailles pas au lycée, au collège et dans les 2 ans de primaire mon père, je sais pas, une fois par semaine, il me disait, mais il n'y a pas de problème, en fait, si ça te saoule, là, tu n'y vas pas. Et du coup, en fait, j'étais toujours dans une démarche de choix. C'était moi qui choisissais d'y aller. Et comme je choisissais d'y aller, j'avais un peu un truc de... Mais, arrêtez de m'embêter, quoi, parce que si vous voulez, j'y vais pas. Donc, il n'y a pas de problème. Genre, soit vous m'acceptez comme ça, et soit on s'accommode, soit moi, j'y vais pas, quoi. Et je pense que ça a pas mal joué. Par exemple, parce que je l'ai pas dit, mais en fait, j'ai sauté la moitié de la 4e et la moitié de la 3e. Parce que, en fait, quand j'ai appris... Complexe d'infériorité dans la salle, je suis désolée. Je peux rien faire. La prochaine fois, c'est promis, j'inviterai des gens complètement idiots. Non, c'est pas vrai. Ne pensez pas que les prochaines personnes qui seront non, puis en plus, je suis loin d'être intelligente. Il y a des trucs dans ma vie qui sont chouettes, quoi. Et du coup, quand j'ai été à l'école, quand ma mère a voulu me scolariser, je savais pas lire et j'avais 7 ans. Et du coup, ils m'ont mis en CP au lieu d'en CE1. Et donc, moi, petit à petit, à l'adolescence, je voulais compenser ça. Donc, j'ai voulu sauter une classe. Et donc, à ce moment-là, par exemple, à la fin, je me souviens que ma prof de lettres bloquait le fait que je passe en second. Et j'avais dit à un prof, mais écoute, si elle me laisse pas passer, moi, je vais passer le bac en candidat libre. Donc, je le passerai la même année parce qu'on a le droit, quand tu as 18 ans, de passer le bac. En candidat libre. Et du coup, il lui a dit, mais écoute, soit elle se déscolarise, soit tu acceptes. Et donc, elle a accepté. C'est un peu horrible d'avoir ce type de conflit. Mais c'est ça qui fait. Et le fait il faut en vouloir parce que si toi, t'en veux pas, personne n'en voudra pour toi. C'est pas moi que tu... je dis pas que t'as pas besoin de me convaincre. Ouais, mais c'est un truc qui est important même pour... D'accord. Et du coup, quel conseil tu t'aurais à donner aux personnes qui seraient éventuellement dyslexiques ou qui soupçonneraient de l'être? Quelles sont les choses que tu verrais utiles à dire? Les choses que je verrais utiles à dire, c'est que déjà, que t'aies les yeux bleus ou que tu sois dyslexique ou que j'en sais rien, que tu sois petit, grand. En fait, il y a toujours un moment où ça se compense et il y a toujours un moment où en fait, tu tireras ton épingle du jeu. Et que du coup, c'est important d'avoir ça en tête et de se dire, ok, en fait, il y aura toujours un endroit où moi, je serai bien à ma place, ou pas forcément à ma place, mais moi, je trouverai ma place, quoi. Et du coup, il faut pas avoir peur de vouloir faire quelque chose, même si au début, on est complètement submergé. On n'est pas obligé de s'exposer non plus à des trucs horribles, hein, mais on peut quand même s'exposer assez pour qu'en fait, ça évolue petit à petit. Et je pense que là, c'est un conseil qui est important, même pour tout, mais particulièrement pour la dyslexie. Si tu fais 1m50 et que tu as envie de faire du basket, fais du basket. Voilà, ce sera plus dur que les autres, mais tu apprendras à sauter plus haut. Voilà, et puis tu fileras entre les jambes des gens, et puis ça marchera, quoi. Il y a toujours un truc où tu peux trouver ton épingle et ton rôle et ta place. On dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est vraiment un truc qui est important en basket. Et donc ça, et le deuxième, je pense que si tu le soupçonnes, il faut pas hésiter à en parler et à en parler à plusieurs personnes. Vraiment, ne pas se cantonner à la vie d'une seule personne. La personne, on a souvent la volonté de se dire qu'une personne sait tout et que c'est un peu l'adulte de référence, par exemple, et que du coup, c'est celui qui sait. Mais en fait, personne n'a la vérité, donc va voir son voisin et dis-lui les problèmes que tu as. Et finalement, une fois que tu lui dis les problèmes, en fait, lui, il va pouvoir trouver une solution parce que ça se trouve, lui, il a déjà rencontré quelqu'un de dyslexique alors que l'autre pas. Et ça, c'est un truc qui est assez important. Et en plus, comme tu l'as dit, il y a plusieurs formes de dyslexie. C'est ça, donc c'est un peu... Ouais. Il y a autant de formes qu'il y a de cerveau, en fait. Oui, c'est ça, oui, carrément. Après, il y a des trucs qui sont communs, comme toujours, quoi. Et puis, moi, j'ai une dysorthographie aussi, en plus de la dyslexie. Souvent, ça va de pair. Souvent la dysphasie aussi. Ouais, tous ces trucs de 10. Et puis, il y a aussi un truc où, tu compenseras... t'iras plus... Oui, il faut pas avoir peur de s'entourer de gens et même de dire je vais voir une orthophoniste et d'aller voir une orthophoniste, c'est pas un truc qui est terrible, quoi. En plus, elle peut t'apprendre des tas de trucs dont t'as aucune idée et pour ta culture générale, ça peut être hyper intéressant. Donc, je pense qu'il faut
et il faut avoir peur de rien et se dire que ça va marcher, quoi. Et vraiment, je pense qu'il faut pas s'auto-limiter dans les études, même si ta dyslexie, elle est hyper sévère. Et bien sûr que je dis ça et que c'est facile parce que mon environnement favorisait sûrement le fait que je fasse des études. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de t'écouter, c'est parce que du coup, tu as eu l'occasion de le faire, donc tu as pu montrer que c'était possible. Ouais, et du coup, tu as des clés que tu peux donner. Quoi. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de demander des aménagements, de demander des tiers-temps, de demander un ordinateur, de demander un correcteur orthographique, de toquer à toutes les portes où tu peux toquer. Si, par exemple, à la fac, tu as besoin les cours vont trop vite et que tu as besoin que quelqu'un prenne les notes et t'envoie les cours parce que tes cours sont pas bons, bah, demande-le. Moi, je sais que dans ma fac, ils sont hyper ouverts à ça et le service de handicap, il est vraiment cool, quoi. Tu as une bonne expérience avec ces services-là, de manière générale? Bah ouais, plutôt. Ouais, chouette, ça. Depuis... On n'en parle pas trop, mais c'est chouette. Ouais, carrément. Et non, ils sont compréhensifs et puis oui, ça existe, quoi. La vue de l'esprit et le mythe que non, ça en est pas et que c'est juste que t'es flemmard, mais en fait, non. C'est personne qui peut te dire que t'es flemmard. C'est comme dire à quelqu'un qui est SDF qu'il n'a pas fait assez pour avoir un abri, quoi. Non, c'est juste... Tu sais, c'est marrant de t'entendre dire ça parce que j'ai fini mes études depuis un petit moment, mais j'entends tes conseils. En fait, c'est des conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'y étais. Parce que moi, j'ai pas fait ces démarches-là. À partir du master, j'ai plus rien demandé. Et en fait, j'ai enregistré. Donc, je répète, j'avais pas une dyslexie sévère, pas du tout. Mais tu disais tout à l'heure, hors caméra, et je pense que tu as un peu raison, c'est que peut-être aussi ça se voyait moins parce que j'étais dans une filière scientifique et pas dans une filière littéraire. Mais j'ai enregistré avec un dictaphone, j'enregistrais mes cours de M2 et je le faisais en cachette. En fait, je cachais le dictaphone dans ma trousse parce que j'avais honte de le faire et j'osais pas demander au prof est-ce que je pourrais avoir vos notes, s'il vous plaît, parce que je n'arrivais pas. Moi, j'ai des troubles de l'attention aussi. Tout ce que je vous dis là, c'est pas du diagnostic. C'est juste que voilà, je suis quelqu'un qui fait plein de choses, qui a l'esprit très très créatif, qui part dans tous les sens. Et comme en plus j'ai des problèmes à la lecture, bah, mon problème d'attention fait que genre je tiens pas sur la lecture et je peux être passionnée par un cours et puis déconnecter et me dire merde, j'ai raté le truc et genre être là mais genre ça m'atteint, je m'en voulais et tout et donc c'est pour ça que j'enregistrais. Et je pense qu'aujourd'hui si je devais le refaire aussi parce que ce que tu dis là et puis parce que j'ai pris un peu de bouteille et maintenant je me dis voilà, je le referai pas. Oui, il y a quand même il y a un truc qu'on a pas mal occulté, c'est l'acceptation de la dyslexie, en fait. Il y a le fait que par rapport aux autres, c'est pour ça que j'avais l'impression de l'avoir oublié, c'est parce que c'est la partie de la question auquel j'ai pas répondu quand t'as dit est-ce que t'aurais des conseils pour le dire aux autres notamment et tout. Et ce moment-là, en fait, c'est pas une... moi j'ai eu l'impression qu'on le vivait vachement comme une étiquette, en fait. C'est un truc qu'au début, moi, je n'osais pas trop dire. Je le disais pas trop. Et maintenant, je le dis. Oui, je suis dyslexique. Voilà, ça fait ça. Oui, si je te passe mon cours, il y aura forcément des fautes dedans. Écoute, je suis désolée, mais j'ai pas envie de le relire 10 fois pour faire ça, alors que je pourrais faire autre chose. Mais c'est pas de la paresse, c'est juste que c'est plus dur pour moi. Donc, voilà. Et l'acceptation par rapport à soi, je pense que c'est important de se dire que c'est la source de motivation, de se dire que c'est pas grave et que c'est pas... J'allais dire c'est pas une maladie, mais on s'en fout en fait que ça soit une maladie ou pas, ou un handicap. C'est juste un truc qui fait partie de toi et accepte-le comme t'accepterais n'importe quoi qui fait partie de toi. Et du coup, essaye de le présenter aux gens et que les gens... en fait... Les gens, ils sont hyper compréhensifs. Il n'y a jamais personne qui m'a dit oulala, t'es dyslexique, je traîne plus avec toi. Va à la table des handicapés à la cantine. Voilà, c'est ça. Tout le monde avait dit ah ouais. Et même les gens, ça les intéresse. Ils ont une espèce de soif. Ah, mais ça marche pas pareil que moi. Ah, mais comment ça marche du coup et tout. Et ça, c'est un truc qui est hyper important de se dire, de pas avoir peur de le dire parce que forcément, en fait, ça va se voir.
Bien sûr, il y a des moments où je lève pas la main pour lire à haute voix devant toute ma promo parce que c'est un truc de lequel je me sens pas. Mais en même temps, si on me demande de lire, je vais le lire. Et forcément, à un moment, ça va se voir parce que je vais inverser des trucs et je vais stresser et je vais me mettre à paniquer parce que je lis à voix haute et que c'est pas mon habitude. Genre, la dyslexie, c'est pas le truc qui va t'empêcher de vivre. Et c'est vraiment un truc qu'il faut... Enfin, il faut pas que ça t'empêche de vivre, quoi. Enfin, genre, vraiment. Ok. Voilà. On va finir là-dessus. Oui, carrément. Écoute, merci d'être venue, c'était Merci. cool. J'ai toujours l'impression d'être une présentatrice télé quand tu es. Merci d'être venue. Alors, votre nouveau livre. T'as pas un livre encore? Non. Bientôt peut-être à la suite du master et peut-être de la suite, on sait pas. Donc, écoute, merci, c'était cool. Je suis Ouais, contente que tu sois venue. Et puis, enfin, c'était pas un débat en l'air pour la déscolarisation. Ok. On en avait longuement parlé toutes les Ouais. deux quand on s'était fait l'année dernière, mais je trouve que c'est un sujet intéressant et qui vaudrait le coup d'être partagé. Donc, si vous êtes motivé aussi, on se fera ça à l'occasion. Et puis voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée. Je Merci. vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, bonne journée. Ciao, ciao.